Bienvenue à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ma présentation des mots au cœur des mots, s'inscrivant dans le thème adaptation aux ruptures. Je suis Jocelyne Giantarelli, je suis présidente de l'Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Les enfants placés, est-ce que parmi vous, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ce public? Non? Pourtant, vous avez déjà entendu parler des enfants de la DAS. Les enfants de la DAS, est-ce que ça vous parle davantage? Oui. Donc, dans la société, pour preuve, on parle encore des enfants de la DAS, alors que celle-ci n'existe plus depuis 1986 et est désormais appelée Aide sociale à l'enfance, ASE. Certains d'entre nous connaissent bien le sujet. Ce sont souvent des professionnels. D'autres ne le connaissent que vaguement. Beaucoup ignorent tout du placement, du parcours de ces enfants et de leurs difficultés. Peu de gens se sentent concernés, mais comment ne pas l'être devant ces enfants maltraités, violentés, déplacés, comme des pions et exclus de notre société? Depuis 1986, la protection de l'enfance est une politique décentralisée, avec comme chef de file le président du département. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à assurer sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Et c'est une urgence de répondre à une prise en charge réelle des enfants, des besoins fondamentaux de ces enfants. Aux yeux de la société aujourd'hui, l'enfant placé est considéré soit comme une victime, soit comme un coupable. Et comment accepter l'inacceptable ? La protection de l'enfant touche des sujets de l'ordre de l'intime. Il renvoie à ce que l'on peut ou ne veut pas voir, les violences faites aux enfants, la maladie mentale, les abandons, les défaillances familiales. Ici, on parle de souffrance, de désespoir. Désormais, ce qui est le plus délicat, est de trouver des mots pour décrire un monde qui rajoute du malheur au malheur. Je témoigne pour que vous sachiez, pour tenter de rendre tout simplement visibles ces enfants dont tout le monde se fout, pour convaincre, pour vous convaincre, de la nécessité à agir et à agir vite pour l'intérêt de ces jeunes, mais aussi pour celui de notre société. Je vais vous donner quelques chiffres clés. 300 000 jeunes sont pris en charge par la protection de l'enfance. Les enfants sont souvent placés entre leurs 11 ans et leurs 18 ans. 21 000 jeunes bénéficieront à leur sortie du dispositif du contrat jeune majeur. 57% sont des garçons, 43% des filles. Le prix moyen de journée d'une famille d'accueil est de 100 € et dans un foyer de 180 à 200 €. La prise en charge défaillante de la protection de l'enfance constitue un véritable gâchis économique au regard de l'investissement de la collectivité publique, 9 milliards d'euros. Il est difficile de comprendre que dans la France du XXIe siècle, les enfants les plus jeunes, donc un public vulnérable et qui sont sous la protection publique, subissent de la maltraitance parce que des dispositifs mis en place pour leur prise en charge sont rigides, voire excluants. Cette maltraitance institutionnelle accentue leur sentiment d'abandon, leur incapacité à suivre une scolarité stable. Leur prise en charge médicale et psychologique est insuffisante. L'état de santé de ces jeunes s'aggrave 2 fois plus vite que celui des autres. Les jeunes filles placées ont 13 fois plus de chances d'avoir une grossesse précoce et certaines sont victimes de prostitution. Les enfants placés à l'ASE perdent leur rire et leur sourire. Leurs regards s'éteignent. Leur enfance leur est volée. Aujourd'hui, la parole de l'enfant n'est pas considérée. Ses droits sont bafoués. Infirmière scolaire, une de mes missions était d'évaluer la situation des mineurs en danger et de transmettre une information préoccupante au président du département. Dans ma pratique professionnelle, je recevais ces enfants confiés à l'ASE qui souffraient de discrimination et du regard des autres dès qu'ils prononçaient le mot « placé ». Il y avait une maison d'enfants à caractère social, MEX, à proximité de mon établissement et nous recevions une dizaine d'enfants entre le collège et le lycée et je les ai accompagnés pendant une dizaine d'années. Face à eux, je les écoutais, je les regardais, je recevais leurs pleurs, leur histoire se ressemblait. L'étiquette de la honte était collée sur eux. Ils ne pouvaient décrire l'indicible. Ces jeunes venaient me raconter leur parcours, leur vie, et j'étais de plus en plus interpellée parce qu'ils me confiaient ce qu'ils me décrivaient, et souvent je leur apportais des soins suite à des altercations qu'ils avaient eues la veille avec des éducateurs, ce qui était particulièrement choquant. Je ne pouvais avoir aucun lien avec le foyer. J'observais une impossibilité d'échanger sur les enfants qui leur étaient confiés et un turnover important qui empêchait tout suivi. Chaque fois que j'appelais, que je demandais des renseignements sur les enfants que j'accompagnais, on me répondait que c'était secret et qu'on ne partageait pas d'informations sur leur histoire personnelle,
médical ou autre avec moi. Je n'avais pas accès au dossier médical comme pour tous les autres enfants de l'établissement. Et je commençais à m'interroger, sachant que nous, les infirmières scolaires, on nous demande de les faire, ces informations préoccupantes, cette fameuse IP. Comme tous, j'ai souvent cru que les services sociaux apportaient de l'aide. C'est dans le titre « Aide sociale à l'enfance ». Mais ces rencontres avec les enfants m'ont amené à changer à jamais mon regard sur l'ASE. Comment imaginer le niveau de violence? Tant qu'on n'a pas touché du doigt cette institution, on ne peut pas comprendre. Pour un mot, pour un rien, pour un malentendu, la vie de ces familles bascule dans le cauchemar et on ne voit plus les enfants. Je ne suis pas devenue le porte-parole de ces enfants, mais je souhaite juste les accompagner pour qu'eux, ils l'apprennent. Mettons-nous concrètement dans l'histoire de cet enfant que je vous demande d'imaginer. Visualisez-le, nous l'appellerons Tom. Il va nous emmener dans son parcours sur le chemin de la protection de l'enfance, jonché d'adaptation et de rupture. C'est l'histoire d'un enfant qui pourrait être le vôtre. Ce pourrait être votre petit-fils, votre petite-fille, votre neveu, votre nièce, votre cousin, votre cousine, ou l'enfant d'un ami. Il est là, seul, au milieu de tous. Personne ne le regarde et pourtant tout le monde le regarde. On souhaite le protéger et en fait personne ne le protège. Et se tourner vers cet enfant demande du courage. Il souffre qu'on l'ait oublié, que l'on se soit détourné de lui, de ne pas être entendu. Mais se tourner vers lui, c'est l'apaiser. C'est ainsi que j'ai assisté à la prise en charge et au départ brutal de Tom, de mon infirmerie à une fin d'après-midi. Tom venait souvent à l'infirmerie nous parler de ses inquiétudes par rapport à l'état de santé de sa maman. Elle avait une tumeur au cerveau. Et il était accueilli au quotidien par sa grand-mère maternelle et par son oncle. En lien avec le médecin généraliste, son professeur de sport et sa famille, nous avons fait appel à l'assistante sociale de secteur. Nous avions de bons rapports et nous nous sommes interrogés ensemble sur sa prise en charge. Ensemble, nous avons donc établi une information préoccupante. Nous avons évoqué la possibilité d'un accueil chez la grand-mère ou chez son oncle, ce qui nous semblait le plus adapté, et Tom le souhaitait également. Mais à notre grande surprise, en fin d'après-midi, une éducatrice s'est présentée à l'infirmerie, informant qu'elle venait sur ordre du substitut du procureur et que celle-ci venait pour placer Tom dans un foyer d'urgence de la région. Et malgré la demande de la famille de Tom, qui était présente à cet instant, de leur remettre l'enfant, l'éducatrice s'est partie rapidement. Nous étions tous sous le choc. Le lendemain, Tom n'est pas réapparu au collège. Il était déjà déscolarisé. J'ai appelé l'assistante sociale pour lui demander des nouvelles et savoir où il se trouvait. Et celle-ci m'a répondu sèchement que ça ne me regardait pas. Le lien qui avait été établi entre nos services était rompu purement et simplement, sans plus d'explications. Je n'ai plus jamais revu Tom, à mon grand regret. Tom est entouré de sa famille. Il a fallu qu'il s'adapte à une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau collège. On lui a demandé de s'adapter, ce qu'il a dû faire comme tous les autres enfants placés. C'est vrai que sa maman était triste par moments. Elle était seule, elle déprimait, certainement comme toute maman malade. Et ses grands-parents étaient à ses côtés, ils l'accueillaient, le chérissaient, ils le rassuraient, ils l'aimaient tout simplement. Mais un jour, l'ASE est rentré dans la vie de Tom. Ils ont fait un rapport et ont conclu à une mise en danger avec les raisons suivantes. Mère trop fragile, trop proche de Tom et trop fusionnelle avec son enfant. Ses grands-parents, bien sûr, ont demandé à être dignes de confiance. L'article 375-3 du Code civil le prévoit. Cette demande leur a été refusée pour la raison suivante, trop impliqués. Mais comment peut-on dire que des grands-parents soient trop impliqués dans la vie de leurs petits-enfants? N'est-ce pas les premières personnes, ressources après les parents, les premières figures d'attachement? Eh bien non, on a rompu ce lien. Nouvelle rupture. Ils n'ont jamais pu l'accueillir, malgré toutes leurs demandes. Au moment de son placement, tout était réglé. Tom a connu une nouvelle rupture à travers la séparation avec sa famille. Il a pris cette séparation en pleine tête, en plein cœur. Et moi, je l'ai vu prostré sur sa chaise avec cette phrase en boucle dans sa tête. Certainement, je suis placée, on va m'emmener. Et ses pleurs et ses larmes n'ont pas atteint l'éducatrice qui est venue le prendre. Il lui a fallu partir. Partir où? Avec qui? Pour combien de temps? Et c'est des questions qui sont restées sans réponse. Et ses pleurs, ses supplications, le désespoir n'y ont rien fait. Ils ont cassé le lien. Je me souviens de la panique que j'ai lue dans ses yeux, le désarroi, voir le désespoir de cette famille. On lui a dit que ça serait mieux pour lui. Ce fut rapide et brutal. J'ai jamais oublié aucune des minutes du déroulement de la scène, le moment où Tom a disparu de mon infirmerie. Cet arrachement était douloureux pour Tom, pour sa grand-mère à qui il s'accrochait. Il lui rappelait
d'effusion, mais que des pleurs et des cris lorsque l'on l'arrachera à sa grand-mère. Il lui a emprisonné les épaules pour l'empêcher de partir. Elle essayait de le raisonner en parlant doucement à son oreille. Et elle disait, attendez, un peu, juste une minute. Il ne veut pas, disait-elle. Bon, ça suffit maintenant. L'éducatrice l'a saisi par la taille et l'a emporté. Il disait, je veux ma maman. Et l'éducatrice lui demandait d'être raisonnable, lui laissant à peine le temps d'embrasser sa mamie. Puis elle l'a chargé dans la voiture comme un petit colis sous nos yeux sidérés. On ne lui a pas laissé le choix. Il a dû pleurer longtemps. On a dû le raisonner. On a dû lui demander qu'il accepte, car pour eux, accepter, c'est comprendre. Il a fallu qu'il s'adapte. Mais comment pouvait-il comprendre qu'il pouvait être mieux avec des étrangers qu'avec sa famille? Il a basculé dans une autre dimension et il a ainsi fait connaissance avec la solitude. Tom a été déscolarisé pendant plusieurs mois. Puis les éducateurs l'ont inscrit dans un nouveau collège. Et là, il n'a plus revu ses amis, ses camarades de classe et son professeur de sport qu'il aimait tant. Il a également été séparé de son chien, Bobby. Cette professeure sera profondément marquée par cette rupture. Et Tom a dû de nouveau s'adapter à un nouveau collège, à un nouveau copain de classe, de nouveaux professeurs. Et son seul vrai bonheur, c'était l'école. Comme tous les autres enfants, il n'a pas le droit à la parole. Il ne sera pas écouté. Alors il écrira à la juge qui lui répondra comme à tous à qui elle répond. Voici ce qu'il lui a dit. Bonjour Madame la juge. Je voudrais vous demander une audition pour vous parler de ma situation. Je ne sais pas si vous savez, mais la décision que vous avez prise de ne pas avoir de contact avec ma mère n'arrange pas les choses. Au contraire, ça les aggrave. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Je trouve que cette séparation est tellement injuste. J'espère que vous allez réfléchir et que vous allez faire pour mon bien. Vous me faites juste souffrir. Et la réponse de la juge a été celle-ci. J'ai bien reçu ton courrier dans lequel tu m'expliques que tu veux rentrer auprès de ta mère. Cependant, je n'attends pas à revenir sur ma décision comme je te l'avais expliqué. Ce placement est nécessaire pour que tu puisses évoluer sereinement. Je suis consciente que cela est difficile pour toi à l'heure actuelle, mais il est indispensable pour te protéger et te permettre de te construire dans de bonnes conditions. Évoluer sereinement, oui, mais comment le faire sans affection ni lien d'attachement? Le protéger de quoi? Il a eu le gîte, le couvert, la vêture, mais il lui manquait juste une chose fondamentale, l'amour de sa famille. Grandir sans amour, est-ce qu'il peut arriver de pire à un enfant? Tom a peur, la solitude l'envahit, il a du mal à s'endormir seul, il n'a plus de câlin, plus personne à qui dire « je t'aime ». L'affection n'a pas de place dans sa nouvelle vie. Il devra développer ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation. L'enjeu est leur intérêt supérieur. Pourtant, ce ne sont que des choses, des dossiers plus ou moins épais. Ces enfants iront d'audience en audience. On ne sait pas quoi faire d'eux. Ils ne trouvent pas de place puisqu'ils n'en ont pas. Ils sont placés, déplacés de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. On les surnomme les patates chaudes ou les incasables. Devant cette réalité incroyable, je me questionnais sur les conséquences qui se veulent désastreuses que déclenche une IP. C'est devenu pour moi un véritable cas de conscience. Et je me suis engagée pour défendre les droits de ces enfants au cours de mon parcours professionnel, puis associatif, en présidant l'ADEP, l'Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Cette association a été créée en mai 2022, déclarée d'intérêt général à caractère social et désintéressé. Et ses demandes d'intervention sur l'éducation, la santé et la justice. L'ADEP témoigne et sensibilise sur les situations qu'elle constate. Pour illustrer les difficultés des jeunes adultes quittant les foyers à leur majorité, connaissant une rupture brutale entre leur placement et un semblant de vie active, nous allons nous intéresser à l'histoire de Marie, 18 ans. Elle révèle « Ça m'a fait mal quand ma famille d'accueil m'a annoncé « c'est fini, je suis plus payée. Ton logement est disponible dans 2 semaines, il faut que tu sois partie. » Mais je suis en pleine période scolaire, je vais faire comment? Je n'ai pas préparé mes affaires, je n'ai pas de logement. On me demande d'être autonome, alors que j'ai un manque de ressources considérables. Je me suis fait virer. Du jour au lendemain, c'était terminé. Donc maintenant, il faut se débrouiller. Voilà, pas de sentiments, pas d'affection. Ça s'arrête net. Si seulement il prenait de mes nouvelles, savoir ce que l'on devient. Je ne suis même plus en contact avec mon éducateur. On était censé faire un bilan. On ne l'a jamais fait. Je vivais tous les jours avec ma famille d'accueil. Maintenant, je n'ai plus aucun contact, il n'y a plus rien. C'est comme si j'étais un dossier, c'est terminé. Où aller? Comment me loger, me nourrir? Et je dois m'adapter à une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, de nouveaux éducateurs. J'ai la sensation de jamais avoir eu d'enfance, pas plus d'adolescence. Je ne suis pas un être humain, juste un numéro de dossier. J'ai pu bénéficier du contrat jeune majeur jusqu'à, je l'espère, mes 21 ans, mais comme celui-ci est soumis à condition, j'ai peur. C'est comme une épée de Damoclès sur ma tête. Il me faut le mériter. Imaginons un système de l'enfance qui s'associe aux familles, encourage les
parents les renforcent au lieu de les déchirer et ne considèrent plus la pauvreté comme un échec. La première cause du placement est la pauvreté. Il est temps de rompre avec la transmission de la pauvreté. Il faut mettre l'accent sur une meilleure prévention qui pourrait éviter le placement de certains enfants et de prendre en charge rapidement les situations de carence éducative et de maltraitance. Il existe une absence de compréhension de la part de certains travailleurs sociaux sur la réalité de leur vie, de leur souffrance. Et les familles expriment leur sentiment de voir leurs droits bafoués. Il est nécessaire d'améliorer la formation initiale des travailleurs sociaux pour qu'ils soient davantage à leur écoute et qu'ils aient une bonne connaissance de la pauvreté et de ses conséquences sur la vie familiale. Il faut changer de mentalité, mettre en place des conférences familiales. Celles-ci sont peu mises en place en France. Chaque enfant, ainsi, aurait la possibilité de nommer toutes les personnes importantes pour lui, que ce soit sa famille, un ami, un instituteur, son professeur de sport. Une solution différente au placement pourrait être trouvée. On investit beaucoup d'argent et de temps dans le parcours d'un enfant placé. Pour beaucoup, ils connaîtront une rupture brutale le jour de leur anniversaire liée à la prise en charge de l'ASE. La sortie de la protection de l'enfance rime trop souvent avec précarité. Un SDF sur 4 de moins de 25 ans a été placé dans un foyer ou en famille d'accueil pendant sa jeunesse. La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance doit mettre fin aux sorties sèches de l'ASE à la majorité. Celle-ci n'est toujours pas appliquée. L'instabilité des placements, le cumul des ruptures entretient des difficultés rencontrées, notamment des difficultés scolaires. En cas de placement, l'institution qui supplée aux fonctions familiales n'a pas de mission particulière concernant la réussite scolaire. On dit qu'un pays qui maltraite ses vieux condamne son avenir. Mais qu'en est-il d'un pays qui maltraite ses enfants? Il y a de belles réussites, j'en doute pas, mais pour combien d'échecs? Qui peut réussir dans la vie sans qu'on lui tende la main? Personne. C'est l'affaire de toute notre société. Je pense aujourd'hui à tous ceux qui ont été laissés sur le bord du chemin. C'est une montagne pleine de drames et de scandales qu'il nous faut gravir. Une chaîne me lie définitivement à tous ces enfants qui souffrent. Et comme je n'oublie pas, et je vous citerai Méline, 11 ans, qui s'est pendue dans sa chambre à la maison d'accueil La Clairière à Pierrefonds le 24 octobre 2023. Kimberley, 15 ans, qui a sauté du pont de la Traverse à Marseille le 29 mars 2021 pour échapper à l'enfer du village, où elle était placée depuis 10 ans. Elle laissera cette lettre d'adieu. Ce choix n'est pas le mien, mais celui de ceux qui ont choisi ma vie. Et je pense aujourd'hui à cette jeune fille de 15 ans qui s'est pendue dans un hôtel dans le Puy-de-Dôme, où elle était placée. Je conclurai avec cette citation de Simone de Beauvoir. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Je vous remercie.